Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Bonjour Mario. On se parle d'abord de la Floride. Pas juste du soleil. Bon, on se parle de la Floride parce que, c'est probablement parce que c'est la saison où on rêve de soleil. On parlera bientôt d'autres choses, d'inflation, de tournée pour M. Trump, tournée électorale qui est commencée. Et si je te parle de la Floride, c'est parce qu'il y avait des élections hier à Miami. Oui, la Qu'il ne mairie. faut pas confondre avec. Exact, mais il ne faut pas confondre avec la grande région métropolitaine parce que Miami, c'est beaucoup plus petit qu'on l'imagine. La mairie ou la ville de Miami, c'est 500 000 habitants plus ou moins, dont 70%, c'est la communauté latina. C'est ça, c'est toutes des villes, chaque ville est indépendante autour. Là, Voilà. Et c'est un deuxième tour parce qu'au premier tour des élections municipales, il n'y avait pas eu de gagnant. Donc, les deux meilleurs candidats du précédent tour se faisaient face à face. Et c'est une démocrate qui l'a emporté. C'est la première fois en une trentaine d'années qu'il y aura à la tête de la ville de Miami un ou une démocrate. En général, ce sont des républicains hispanos parce qu'il y a une forte proportion, je le disais, de population latina, mais aussi cubaine, assez conservatrice, mais ça reste qu'historiquement, c'était un vivier démocrate. Lors des dernières élections en 2024, Donald Trump, sur Miami, je ne te parle pas de Dade, Miami, est arrivé 1 point derrière Kamala Harris. Je dis bien 1 point, c'était 50 Kamala Harris, 49 pour Donald Trump. Si je te parle de tout ça, c'est parce qu'évidemment, on commence à sentir à distance des élections de mi-mandat, la température des électeurs, mais en 2020, encore une fois, configuration présidentielle, Donald Trump était 19 points derrière Joe Biden à Miami. C'est donc dire qu'en 4 ans, c'est devenu d'inaccessible à la portée des républicains. Il y avait un seul point d'écart entre Kamala Harris et Donald Trump. Et qu'est-ce qu'on a vu hier? C'est qu'une démocrate a fait la démonstration qu'il y avait en ce moment de l'appétit pour les propositions, pour la bannière démocrate, une avance de 18 points sur son adversaire. Alors, on ne peut pas projeter sur ces résultats quoi que ce soit de fondamental parce qu'il y avait des enjeux très locaux de corruption, mais il faut voir que le pouvoir d'achat, et ça nous amènera à Donald Trump dans quelques instants, était un des éléments importants de cette campagne parce qu'en Floride, c'est un enjeu, et que les questions d'immigration sont aussi fondamentales quand tu sais que les polices, ou je dis la police, mais c'est les polices des frontières, parce qu'il y a plusieurs agences qui sont mobilisées, ont fait des arrestations partout au pays, mais beaucoup en Floride. Or, qu'est-ce que l'on choisit de récompenser? C'est une candidate démocrate. Et c'est dans ce contexte qu'hier, pas par hasard du tout, Donald Trump reprenait le sentier électoral, probablement fortement encouragé par sa chef de cabinet, Susie Wiles, qui, depuis quelques semaines, semble-t-il, lui disait qu'il fallait commencer à bouger et à amorcer ce cycle électoral qui semble lointain, mais où, sur les enjeux fondamentaux de l'économie, les c'est ça, parce que c'est une tournée électorale, mais c'est comme une tournée économique. L'appellation qu'il lui donne, c'est une tournée économique. Oui, mais pour parler évidemment d'enjeux qui seront les enjeux qui vont probablement faire bouger aussi les électeurs. Tu as raison, c'est pas présenté comme une tournée électorale. Il aurait l'air d'être un homme sur la défensive, mais quand tu regardes les images d'hier soir, ça ressemblait étrangement à un rallye politique de Donald Trump qui était en plutôt bonne forme dans un contexte où on a à mesurer ce qu'est la situation économique des États-Unis. Alors, ça va beaucoup moins mal que plusieurs l'espéraient et l'annonçait. Inutile de répéter, parce qu'on l'a fait plusieurs fois, que les droits douaniers, les tariffs, que l'on disait les torpilles qui allaient faire couler l'économie, n'ont pas encore eu cet effet. Alors, il y a un problème. Dans quelques heures, on va avoir la Fed qui va annoncer son intention, qui devrait abaisser les taux d'intérêt d'0,25 point, mais c'est le monde à l'envers parce qu'ils n'ont pas les chiffres sur l'emploi qui vont être publiés quand? Le 16 décembre. Parce qu'il y a eu un shutdown et que l'agence responsable de corriger les chiffres était fermée. Donc, tu as des gouverneurs à la Banque centrale qui prennent une décision importante pour la suite des choses sans avoir entre les mains tous les chiffres. Et ce que veut Donald Trump, évidemment, parce qu'on parle d'inflation, c'est de faire baisser le plus rapidement possible les taux d'intérêt
avec un risque que si on le fait trop, ça peut refaire partir l'inflation, mais donner aux Américains l'impression qu'ils pourront souffler, particulièrement sur les marchés immobilier. Il se trouve qu'un des enjeux, parce que M. Trump parlait d'affordability hier, de l'abordabilité, en disant c'est le gros mot, les gens me disent que les États-Unis ne sont pas abordables. Très ironique, mais ce qui est vrai, c'est comme à Montréal, comme ailleurs au Québec, aux États-Unis, le marché immobilier, pouvoir mettre la main sur un bien immobilier, très difficile. Et les taux d'intérêt sont encore élevés. C'est pour ça qu'il lutte très fort et fait même du bras de fer avec le patron de la Fed pour que les taux d'intérêt soient abaissés dans un contexte encore, je le répète, où on n'a pas tous les chiffres. Mais ce qui est vrai, c'est que l'économie américaine, elle va pas mal. Puis surtout si tu es investi sur le marché boursier. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il disait hier à ses électeurs? L'inflation, elle est probablement sous contrôle. La seule chose qui augmente en ce moment, c'est vos rendements dans vos 401k, c'est-à-dire dans vos REER. Peut-être vrai pour ceux qui ont des REER. Il y a une bonne partie des électeurs américains de M. Trump qui en arrachent. Et on l'a senti au cycle électoral du début du mois en novembre, c'était l'enjeu. Et là-dessus, il n'y a pas du tout terrassé le dragon. Tu es à 3 % d'inflation, mais 3 %, ce n'est pas la fin du monde dans un contexte où on a collectivement absorbé des 10, 12, 15 % pendant 2-3 ans. C'est tout ça qui fait que le panier d'épicerie, que la vie des gens, excuse-moi, ordinaires, n'est pas aujourd'hui beaucoup meilleure qu'elle l'était à l'époque de M. Biden, même si Trump répète à tous que c'est de la faute à Biden. Un an plus tard, tu es obligé de dire il y a une partie de ce qui se passe qui est liée au choix qu'on a fait ou pas fait. Ouais, mais c'est vraiment les deux réalités. Puis là, j'enlève les très, très riches, là, mais même dans les classes qu'on pourrait appeler moyennes, t'as comme la classe moyenne supérieure qui regarde là, ses 401k, là, ses REER. T'as l'autre classe moyenne un peu plus en bas qui regarde plus ça, là, qui regarde le prix de l'épicerie, qui regarde le prix des denrées de base pour faire son épicerie. On revient sur cette méga... Oui. Je termine sur une statistique qui m'a sidéré et que j'ai récemment découverte. En fait, il y a un découplage complet, y compris au sein de la classe moyenne supérieure dont tu parlais. Aux États-Unis, à chaque jour, d'après toi, combien de nouveaux millionnaires sont fabriqués? À chaque jour? Chaque jour. Combien de personnes atteignent le million? Je sais pas, quelques centaines? Deviennent millionnaires. 1000. 1000 Américains, tous les jours, deviennent des millionnaires. Donc, et c'est entre autres le fait de ce qu'il y a une croissance de richesse qui est directement corrélée avec les investissements qu'on fait à la bourse ou pas. Donc, il y a une partie importante, c'est pas négligeable. Alors, c'est rien quand tu es 300 quelques millions d'habitants, mais chaque année, c'est donc 400 000 nouveaux millionnaires. C'est pas rien qui ont été créés. Puis tu dis millionnaire, ça c'est le pied dans l'étrier. S'il y a des millionnaires, il y en a qui font évidemment beaucoup plus. Donc, tu as une création de richesse formidable pour une minorité qui n'est pas une infime minorité, ce n'est pas les 0,001, c'est le 1 %, c'est le 2 % et qui sont à eux seuls capables de soutenir une économie. C'est-à-dire que ces gens-là dépensent beaucoup et derrière ça, tu as 50 % de la population américaine, je dis 50, c'est peut-être 45, qui en arrachent vraiment. Et c'est ce découplage entre les deux mondes qui est politiquement redoutable et qui est socialement aussi redoutable. Parce que les gens qui n'ont pas ces moyens-là voient ce qui se passe dans le cours du voisin ou sinon dans le code postal voisin et se disent il y a quelque chose de fucké en Amérique. Tu sais, tu parles d'atteindre le million, mais ça me ramène à la campagne électorale au Québec. Je ramène ça chez nous, de la dernière. Tu sais, tout ce que Québec solidaire avait dit, avait utilisé cette expression des gens qui avaient 1 million et plus. Puis là, on s'était mis à faire des calculs. Tu sais, une infirmière qui a été un peu prudente. D'abord, elle a son fonds de pension, ça a une valeur. Elle en a peut-être mis un peu dans sa vie, dans ses REER. À chaque année, elle a essayé d'en mettre dans ses REER. Elle a acheté une maison à l'époque où l'immobilier n'était pas trop cher. La maison a pris de la valeur. Fait que tu additionnes le fonds de pension, les placements un peu, la valeur de la maison. Tu pognes le million, là, tu sais, je veux dire. Fait que là, tu dis, OK, millionnaire, attention, là, tu sais, c'est pas l'image là, de la personne qui peut s'acheter, tu comprends, n'importe quel gros bien. Dans le cas qui nous intéresse, c'est 1 million d'actifs nets. Donc, c'est pas... Alors, on pourrait dire, est-ce que tu calcules la valeur de ta pension? Mais dans ce cas-ci, je pense dans les chiffres américains, c'est des actifs nets. C'est beaucoup d'argent. Oui. Et rapidement, la Cour suprême des États-Unis qui pourrait donner le feu vert pour que Trump s'implique dans la méga transaction du moment là, sur Warner Brothers?
Oui, en fait, pas pour ça précisément, mais pourrait reconnaître qu'en vertu de la fameuse doctrine unitaire dont on a souvent parlé, Donald Trump pourrait avoir son mot à dire, comme président, pourrait se mêler de décisions commerciales aussi importantes, parce que normalement, Même si sa famille en si on est mêlée estime, dans le deal? et c'est l'autre paire de manches, évidemment, puisque son gendre serait un partenaire dans une des offres, celle qui est faite par Skydance Paramount pour acheter Warner, ce dont on parlait hier, parce que traditionnellement, c'est d'abord la FTC, la Federal Trade Commission, qui décide si oui ou non, quand tu as de pareilles transactions, si ça va avoir un impact sur le marché, si ça va créer un monopole, donc si c'est une transaction qui risque d'avoir un impact négatif sur les consommateurs. Sinon, c'est la division antitrust, anti-monopole du département de la justice qui peut faire enquête et qui même, dans certains cas, c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire des États-Unis, entreprend des démarches judiciaires pour forcer le démantèlement. Ça s'est passé avec les grands de la tech en disant, vous êtes en situation de monopole, donc pour les consommateurs, c'est pas une bonne affaire. Or, ce que pourrait dire la Cour suprême, et ça commence à ressembler à ça, c'est que le président est en autorité et qu'il a aussi son mot à dire, qu'il pourrait avoir un rôle à jouer, ce qu'il a d'ailleurs d'ores et déjà annoncé. Il n'a pas attendu d'avoir la permission de la Cour suprême, mais en général, M. Trump n'attend pas. Il l'a dit dimanche au gala au Kennedy Center. S'il faut, je vais m'en mêler. En fait, pas s'il faut, je vais y penser. C'est donc dire que de part et d'autre, on va courtiser un homme là où traditionnellement, tu avais des agences, il y a un département de la justice avec plusieurs personnes, souvent nommées, mais qui représentaient deux sensibilités politiques et qui avaient à cœur, on l'espère, le bien public. Alors, on pourrait dire que Donald Trump a le bien public à cœur, mais il y a aussi son gendre qui va participer à une des transactions et qui pourrait tirer très bien son épingle Ah du jeu. ouais. Est-ce que c'est une considération? Parce C'en que- est pas une. Est-ce que c'est un conflit d'intérêts? En tout cas, apparent, il y a Non, mais c'est parce que c'est pas zéro quelques doute. piastres, c'est ça. C'est pas quelques piastres comme un contrat de trottoir là, qui nous ont énervés au Québec. Là. Tu joues dans les milliards, tu joues dans les... 108 milliards pour Ben, la c'est ça. proposition faite par Le Skydance groupe. Paramount, Ouais. 82 pour la proposition de Netflix. Les commissions pour ceux qui font du financement dans ces affaires-là, tu calcules ça en dizaines de millions, sinon en centaines de millions de dollars. Dans la logique qui était la nôtre tout à l'heure, on disait on crée un nouveau millionnaire, ou 1000 millionnaires, pardon, chaque jour. Jared Kushner, c'est plutôt dans le club de ceux qui deviennent des milliardaires, si ce n'est pas déjà fait, et je pense que c'est déjà fait. Mais ceux qui jouent là-dedans sont dans une autre ligue. Merci Stéphane. À demain.